Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission. En deuxième partie, on va parler du Gabon, faire le bilan de l'an 1 du général Oligui Nguema qui donc a perpétré son coup d'État en août de l'année passée, le 30 août de l'année passée. Il y a donc un an tout juste, les militaires menés par le chef de la garde républicaine, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, renversé Ali Bongo dans la foulée de l'annonce de sa réélection après un scrutin qui a été très contesté. La quasi-totalité de l'opposition et de la société civile s'est donc rangée du côté de la transition en vue d'organiser des élections prévues au plus tard en août 2025. Mais un an après la prise de fonction, qu'est-ce qui a changé au Gabon? Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que cette prise de pouvoir a sauvé le Gabon, Yahweh Klonokounou, d'une dictature des Bongo? Non, monsieur Samuel, vous savez, moi pour faire l'historique un peu des événements par rapport au coup d'État, et je l'affirme que c'était du désordre ce coup d'État contre le président Roch-Marc Christian Kabore. On est au Gabon là. Oui, on est au Gabon, j'en viens. Je suis en train de mettre des préambules là pour chuter. Et je dis encore que c'est du désordre, c'est de la pagaille ce coup d'État orchestré contre le président Ali Bongo. Non, le président vous parlez de quel pays? Bazoum. Bazoum, au Niger. Au Niger. Bon, au Mali, c'est vrai que le président Ibeka, c'est le peuple qui s'est levé longuement. Bon, quand on parle aussi de peuple levé, il faut aussi savoir parler sous réserve qu'il y a des manipulations dedans. Mais ça a conduit à ce que l'armée ait pris le pouvoir. Bon, maintenant, pour parler du Gabon, le Gabon, disons que c'est la dynastie Bongo qui lui-même, elle-même a incité à cela, a voulu cela, parce qu'il y a tellement de choses que les Bongo pouvaient éviter, pouvaient prévenir, mais malheureusement, ils se sont entêtés parce que croyant tout acquis, croyant tout permis, et fonçaient. Surtout, prenons juste l'état de M. Ali Bongo, son état. Quelqu'un qui n'a plus les capacités physiques, mentales, etc., et dans des conditions pareilles, et toujours donner cette image-là du pays de l'Afrique, arrivé à un moment, disons que c'est pourquoi je me suis donné de faire le préambule, de donner des exemples pour faire une comparaison, et dire que au Gabon, c'est Ali Bongo, cette dynastie elle-même qui a ouvert la vanne, qui a tout fait pour crier coup d'État. Et donc c'est vrai, l'armée est montée pour rectifier, pour corriger une situation. Ça, c'est vrai. Bon, nous observons également qu'il y a du travail qui se fait pour ce qui concerne la lutte contre la corruption et tout ce que la dynastie Bongo s'est accaparé par rapport, je vais parler des richesses nationales. Et il y a la justice qui est à l'œuvre. Mais seulement que, M. Samuel, si je vais faire une comparaison avec, je crois, c'est le Bangladesh. Le Bangladesh où les populations se sont levées contre la première ministre, la dame, la dirigeante. Oui. Mais quand l'armée, à un moment, a décidé de ne plus être du côté de l'oppresseur contre les populations et a conseillé à la dirigeante de quitter le pouvoir, nous n'avons pas vu que l'armée s'est accaparée de ce pouvoir-là et s'est mis en première ligne. Non. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la population a réclamé un civil qui doit être au devant de la gestion du pays. Et c'est là l'homme, le prix Nobel de la paix, a été invité à revenir au pays, et c'est lui qui a pris le devant de la scène. Voilà, ça au moins c'est... on ne peut pas ouvertement dire que c'est un coup d'État. Là, dans ce cas, on ne peut pas parler de coup d'État. Mais dans notre contexte ici, où nous voyons que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Tchad, que ce soit au Gabon, où c'est les militaires qui reviennent se mettre au devant, etc., jouant au tout-puissant. Bon, donc... d'accord. Ça c'est pour le rappel historique. Oui. Maintenant, Georges Hérault, dans les faits,
le général Guy Brice Oligui Nguema a pris le pouvoir. C'était le 30 août 2023. On se rappelle, c'était juste au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle, des résultats très contestés. Il a dit vouloir sauver le Gabon d'un bain de sang. Bref, un an après, est-ce que le Gabon est mieux? Heureusement que mon ami Nkonou a fait des gymnastiques pour applaudir au moins un coup d'État, parce que venant rectifier. Non, applaudir, c'est trop parce que un coup d'État est un coup d'État. Moi, la cohérence m'oblige à condamner tous les coups d'État. Les coups d'État, parce que d'ailleurs, c'est l'argent du contribuable qui a acheté l'arme. On a donné à certaines personnes de garder l'intégrité du territoire. Et un beau jour, ces gens-là se lèvent pour dire dégager. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour un coup d'État au Tchad contre un coup d'État au Mali, etc. Un coup d'État est un coup d'État. On note aujourd'hui que après un an, il y a des développements importants de la situation politique au Gabon. D'ailleurs, ce coup d'État qui vient mettre fin à 14 ans de règne de Ali Bongo Ondimba et qui permet aujourd'hui à ce pays d'être dirigé par un gouvernement de transition qui est venu pour libérer la population selon la transition au lendemain des proclamations des résultats définitifs des élections controversées, contestées par l'opposition et beaucoup de partis civils. Et donc aujourd'hui, un an, qu'est-ce qu'on peut noter si ce n'est que, comme il a dit, il est venu pour restaurer les institutions, il est venu pour quand même à un moment donné lutter contre les fléaux qui gangrènent l'État gabonais sous le règne des Bongo, ou que ce soit de Ali Bongo Ondimba. Le constat est que ce soit la gabegie, que ce soit la corruption, que ce soit l'inflation dans la capitale Libreville et tout, on note les mêmes choses qu'on conteste à ses prédécesseurs et qu'on remarque encore au niveau du gouvernement de la transition. Et aujourd'hui, il faut interroger beaucoup de Gabonais, surtout par rapport à l'assise nationale inclusive qu'il a instaurée, ou bien qu'il a initiée, afin de mettre tout le monde autour d'une table de négociation, de dialogue, de réconciliation, pour qu'ensemble puisse construire le Gabon. Mais dans un camp, il y a certains qui sont pessimistes sur la bonne foi de la transition et surtout sur l'organisation en août, je crois ça doit être en 2025, des élections pour libérer la plancher, où il y a d'autres personnes qui quand même croient à la bonne foi de la transition, qui espèrent que le général Brice Nguema fera l'affaire et permettra au peuple gabonais d'avoir une stabilité et amorcer la démocratie que eux ils estiment qui n'en a fait pas. Et donc aujourd'hui, un an, le constat c'est un peu, comme je l'ai dit, c'est un peu demi-teinté et les gens espèrent. Justement, quand on regarde un peu le bilan un an après, peut-être le côté où Guy Brice Oligui Nguema a réussi, le pari, c'est de réintégrer le Gabon au sein de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pour l'Union africaine, ce n'est pas encore gagné. Il avait fait de la réintégration au sein de la CEAC un défi. Il a fait beaucoup de voyages à l'international. C'est fait. Mais côté économie, il a promis des mesures pour lutter contre la vie chère. Lesquelles mesures tardent à se mettre en place? Monsieur Samuel, vous savez, moi, mon rôle en tant que société civile, ce n'est pas d'adouber des putschistes. Et alors donc, pour ce faire, il faut savoir que le général Oligui Nguema est à la tête
d'un gouvernement de transition. Et un gouvernement de transition, d'abord, c'est des gens qui n'ont pas assez de pouvoir avec un programme bien défini. C'est ce que disait l'ancien Premier ministre, le dernier Premier ministre de Ali Bongo, Alain-Claude Bilibinze. Il disait que le général Oligui Nguema a pris le pouvoir sans projet pour le Gabon. Bien sûr, non, il n'y a pas que lui. Tous les poutistes, c'est comme ça. Alors donc, il est en train de conduire une transition. Alors, c'est quoi une transition? Il faut définir ce qu'est une transition. Une transition, d'abord, c'est pour asseoir les institutions, redéfinir un fonctionnement. Bon, c'est vrai que dans ce processus-là, oui, les citoyens doivent vivre. C'est ce que j'allais dire. Voilà, dans la transition, on doit manger et avoir les salaires. Parce que dans une transition aussi, il faut savoir que le Gabon n'est pas un pays qui évolue en autarcie. Donc, il y a certains principes avec les bailleurs, avec les institutions, les instances internationales. Lorsqu'il y a un certain nombre de conditions, de principes ne sont pas remplis, vous n'avez pas accès, parce que vous n'avez pas accès à tout ce qu'il faut, tout ce dont un pays jouit pour lui permettre de pouvoir évoluer et fonctionner normalement. Alors donc, ils sont dans une transition, ça veut dire qu'ils sont dans une limite. Alors donc, il faut tenir compte de cela et ne pas demander des miracles au général Oligui Nguema. Surtout que ce que j'apprécie jusqu'alors de lui est que un délai de transition qui est respecté, et parce que déjà en 2025, des élections se tiendront pour... mais vous savez que la question de sa candidature se pose déjà. En principe, il ne devrait pas l'être, mais de voir l'appel à l'être et certainement, il va se prononcer là-dessus. Ça, c'est le propre de nous les Africains. C'est en ces manœuvres-là que nous sommes tellement habiles. Voilà, c'est tout notre savoir-faire, ça. Quand dans ce monde, les gens bougent leur tête pour fabriquer des avions, des yachts, des grandes choses, nous, tout notre savoir-faire, c'est de ces manœuvres-là. Point barre. Alors donc, du coup, il reviendra au général de prendre de la hauteur lui-même, de faire cette exception-là, de prendre de la hauteur, de montrer réellement qu'il est venu pour une situation ponctuelle et il a conduit une transition pour asseoir les institutions, redéfinir un nouveau fonctionnement des institutions dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du peuple, et que cette mission-là, il a assumé et il se retire. Bon, maintenant, si par après, il pense qu'il a la capacité, il a une vision pour son pays, alors il démissionne de l'armée et puis il va à la rencontre des populations. Il faut surtout qu'il s'assure que à l'issue de cette transition, que les élections soient transparentes, libres, équitables et que le choix des Gabonais soit respecté. Moi, c'est ce que j'attends vivement de lui. D'accord. Parce que si nous voyons qu'il est dans les bonnes grâces du président français, nous avons vu comment il a été accueilli en France. Alors donc, si son ami, le président français, chez lui, les élections sont transparentes, équitables et que le choix des populations le choix des populations est respecté, alors qu'il en fasse autant chez lui au Gabon. Vous savez qu'il y a quelques années encore, le Gabon était considéré comme l'un des Eldorado de l'Afrique où la plupart des personnes cherchaient à aller, mais aujourd'hui, le Gabon n'est plus vraiment un pays attractif et les autorités de transition l'ont comprise et veulent mettre en place des mesures économiques pour rendre le pays encore plus attractif, mais ils ont des difficultés à lever des prêts sur le marché international parce que le pays ne rassure pas encore. Mais si vous parlez de prêts internationaux sur le marché ou bien sur les marchés... Les emprunts obligataires. Et vous devez savoir qu'aucun investisseur ne peut investir lorsqu'il y a instabilité politique parce que c'est une condition sine qua non pour que son investissement puisse prospérer et qu'il a les retours d'investissement. Et donc, il n'y a pas de la magie. C'est en cela que, quand vous voyez les pays, quand vous prenez le Burkina, le Mali, le Niger, aujourd'hui, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils propagent, ils ont des difficultés sur le plan économique, beaucoup de difficultés. Parce qu'aujourd'hui, même un Burkinabé sérieux qui veut investir ne pourra pas investir au Burkina. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement de transition est à un tournant crucial et tout le monde entend voir comment il mettra en œuvre ses promesses de réforme pour quand même une stabilité démocratique, afin de permettre aux gens de pouvoir revenir investir au Gabon et faire encore de ce pays-là ce qu'il était bien avant. Aujourd'hui, il y a aussi la question de chômage. 40% des jeunes Gabonais sont au chômage.
Oui, c'est ce que je dis. Et l'inflation, on ne peut même pas compter l'inflation parce que aujourd'hui, la situation dans la capitale Libreville est vraiment difficile pour ces populations-là. Et tout le monde attend le gouvernement de transition, que moi je n'adoube pas. Et que moi je suis parti politique, je ne suis pas de la société civile, mais je me dis tout simplement que le fait de dire que qu'en août il y aura élection ne veut rien dire. Il faut qu'en août qu'il y ait élection. Le fait de dire aujourd'hui, parce qu'il est venu par coup d'État et il veut commencer la manipulation pour pouvoir permettre à un poignet de main de manifester en sa faveur pour pouvoir aller à ces élections, organiser ces élections. Quelqu'un qui est venu par coup d'État, organiser l'élection pour perdre cette élection va être très difficile pour lui parce que il pourra pas le faire. Donc aujourd'hui, ce que peut-être nous souhaitons à cette population-là, c'est qu'à un moment donné qu'on puisse mettre les réformes et qu'on puisse à un moment donné stabiliser le pays. C'est très important. C'est d'ailleurs ça qui va donner confiance aux investisseurs. Et lorsque les gens veulent mettre de l'argent, ils n'auront pas de regrets. Parce que ces investisseurs-là, ils ne voient pas la tête de celui qui est au pouvoir. Ils voient l'instabilité, surtout le retour de l'investissement qu'ils ont mis dans ce pays-là. Et on peut, sans risque de se tromper, dire que le chantier est énorme. Non, écoutez, M. Samuel, le chantier est énorme, mais ça dépend de comment est-ce qu'on l'aborde. Ça dépend du regard, ça dépend de la capacité et surtout, ça dépend de l'amour que l'on exprime pour son pays, pour le peuple et faire les choses de façon dans les règles de l'art. Parce que quand vous voyez même dans ce pays voisin, au Burkina, quand le monde entier apprend que les journalistes, les magistrats de force sont envoyés au front, mais quel investisseur va se hasarder? Vous voyez comment en quoi les poutistes là font du mal au pays, font du mal aux pauvres populations et les pauvres populations qu'ils manipulent pour qu'ils les applaudissent naïvement. Vous voyez, quel investisseur va venir investir dans un pays là tant que les magistrats même qui doivent dire le droit, qui sont là pour veiller à ce que la loi, etc., eux-mêmes, ils sont traités de cette manière-là. Non, c'est de la pagaille. Il faut que le poutiste Ibrahim Traoré prenne conscience pour arrêter cette pagaille-là. Vivement, monsieur Samuel. Donc, du coup, surtout que dans ces pays de l'AOS, eux-mêmes, vous savez, monsieur Samuel. On a beaucoup parlé de l'AOS, on a déjà quitté ce sujet-là. Nous parlons toujours des poutistes, nous parlons des transitions. Oui, mais restons au Gabon. C'est cette logique-là qu'ils décident de se soustraire de la CEDEAO parce qu'ils sont venus pour s'éterniser au pouvoir. D'accord. Monsieur, je vous propose de passer au dernier sujet qui est le Togo. On va parler donc de ces propos tenus par le ministre du Travail Gilbert Bawara, qui était l'invité de la chaîne de télévision New World Info, c'était le jeudi. Gilbert Bawara, entre autres phrases, on sait que cette semaine, les ministres font beaucoup de sorties pour expliquer la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre. C'était le vendredi surpassé devant le Parlement. Elle a reçu la confiance du Parlement. Il n'y a pas de surprise là-bas. Le Parlement est ultra largement dominé par le Parti uni. Gilbert Bawara dit « J'invite les Togolais à avoir foi en l'avenir ». Avant d'aller même au fond des propos tenus par le ministre, j'ai envie de dire, on regarde presque tous les ministres qui vont sur les médias, le thème c'est déclaration de politique générale. Georges Hérault, en tant qu'acteur politique, il y a quoi d'extraordinaire dans cette déclaration de politique générale pour qu'on le vante tant? Non, je pense que quand on parle de déclaration politique générale, c'est un protocole républicain. Ça, c'est déjà fait. On a pris connaissance, on a lu. Bon, on n'a pas, enfin, pour beaucoup n'ont pas eu l'impression d'avoir du nouveau non plus. En fait, chaque ministre qui sort sur un média parle évidemment de son portefeuille en lien avec la déclaration de politique générale pour permettre à la population de bien cerner ce qu'on veut de ce gouvernement de transition. Et donc c'est important aussi de communiquer là-dessus pour permettre à chacun de ne pas être dans la confusion. Comme on le dit tout à l'heure, l'information est vitale et capitale pour tout chacun de nous pour être efficace et efficient sur le terrain. Et donc c'est normal que les ministres sortent
pour quand même éclaircir les points. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de déclaration de politique générale, c'est mis dans un langage un peu juridique et puis politique. Mais quand les ministres sont sur le terrain, ils expliquent avec un langage un peu plus accessible ce que la première ministre avait dit devant les députés et qui sont aussi les représentants du peuple. En fait, ça veut dire la première ministre est allée devant le Parlement dire ce qui a été fait et ce qui sera fait. Et donc, eux viennent secteur par secteur dire la même chose, c'est ça? Oui, ils vont toujours dire la même chose, mais de telle manière que ça soit très accessible aux populations. Aux populations. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Surtout qu'ils le font dans plusieurs le font dans nos langues locales. D'accord. Mais ce n'est pas combien de personnes ont suivi en direct de bout en bout la déclaration. Le Parlement ne diffuse pas en direct d'ailleurs. Donc c'est le moment à ces ministres-là de quand même, sur 1 heure de temps, peut-être venir nous dire exactement ce qui a été dit. Il y a normalement beaucoup de choses qui ne sont pas, c'est pas de la routine, puisque le gouvernement s'est inscrit dans une feuille de route gouvernementale 2020-2025. Ils sont dans la continuité. La continuité aussi est une valeur ajoutée qu'on doit quand même permettre à la population de connaître. Monsieur Samuel, une première, n'est-ce pas? Pour? Oui, la déclaration de politique générale. Non, oui, cette initiative-là, où après que le premier... Non, ils le font souvent, hein, parce que je sais que quand Mme Dogbé était en déclaration de politique générale il y a 3 ou 4 ans, c'était la même chose. Les ministres sont déversés sur les médias pour parler. Tous les ministres sont déversés sur les médias. Bon, disons que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est que là où ça pose peut-être un peu problème, c'est qu'on a des ministres qui en exercice communiquent très peu. Il faut parfois même les supplier pour qu'ils acceptent les invitations des médias. Et là, on sent un besoin de venir communiquer. De toutes les façons, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et il faudrait que ça soit un exercice. Puisque cela va plutôt dans l'intérêt du gouvernement lui-même, parce que ça permet aux citoyens d'être éclairés, de faire la part des choses, c'est-à-dire que ce qu'on leur déclare et ce qu'ils vivent dans les réalités. Et donc, je crois aussi que votre chaîne Niveau TV fait aussi un travail remarquable, puisque M. Samuel, dans votre émission dernièrement, sur votre plateau ici, vous avez reçu des invités, donc vous avez eu soif à ce qu'on touche du doigt de façon concrète les réalisations, le bilan de Madame la Première ministre, et ça n'a pas été possible. Alors donc, je crois qu'avec cette dynamique-là, c'est pour éclairer la lanterne davantage, pour que qui que ce soit voudrait prendre la parole et parler de la politique, et des réalisations, que ce soit du président ou de la Première ministre. Bon, c'est comme pour outiller, pour éclairer la lanterne. Alors donc, du coup, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais l'essentiel, c'est que il faut que les déclarations soient traduites, soient concrétisées, soient matérialisées pour l'appréciation des populations. Parce que vous savez, si ces 3 éléments-là, c'est-à-dire que cette déclaration de politique se traduise, se concrétise, se matérialise, on n'a même plus besoin même de faire de la propagande, on n'a plus besoin de faire, comment dirais-je, prêtez-moi le mot, cet exercice-là de déclarer l'antenne, parce que les populations elles-mêmes vivent et elles sentent, et puis elles témoignent au travers de leur satisfecit qu'elles expriment. Alors donc voilà, l'essentiel c'est cela. Et justement, votre dernière phrase me donne la perche. Le ministre Gilbert Bahora dit: j'invite les Togolais à avoir foi en l'avenir. En quel avenir? Je pense que le ministre Bahora, en passant par un média pour inviter la population à avoir foi à l'avenir,
veut quand même rassurer la population sur les défis que font face cette population sur le plan social, sur le plan économique, et sur le plan politique, pourquoi pas. Et donc, on ne doit même pas ignorer le portefeuille de ce ministre qui est le ministre du travail, des réformes et du dialogue social. Et vous devez savoir que quand aujourd'hui en Afrique vous trouvez du travail, et même si ce n'est pas disons systématique, c'est que vous êtes quand même sur la route de la prospérité. Et je dis, si ce n'est même pas systématique. Mais aujourd'hui, quand le ministre veut rassurer à travers cet invite à la population que l'avenir est glorieux, que l'avenir du Togo est vraiment une chose qui est prise ou bien qui est à cœur du gouvernement, et que, vu les indicateurs qu'ils ont à leur disposition, dans peu de temps, il y a un certain nombre de défis qui seront quand même... Oui, mais Georges, en tant qu'acteur politique, le ministre qui dit ça travaille sous le magistère d'un président qui va faire 20 ans. C'est pour ça que je posais la question, quel avenir? Oui, en fait, si... C'est-à-dire, moi je me retrouverai en 2025 que cette phrase dira la même chose. Oui. Je vais les Togolais avoir foi en l'avenir. Oui. Cet avenir, c'est quand est-ce qu'il va finalement... S'il le dit, c'est qu'il comprend les difficultés des Togolais. Mais c'est la même gouvernance depuis 20 ans bientôt. En fait, c'est une marche. C'est une marche. De toute façon, je ne suis pas l'avocat du gouvernement. Oui, moi je pose la question en tant que politique, comment vous le comprenez? Je note que c'est une marche. Parce que, vous savez, personne ne viendra et par baguette magique développer notre pays. Et ça ne se fera pas comme ça. Et quand vous interrogez les économistes, il y a beaucoup d'étapes pour qu'un pays se développe. Et ces étapes-là, vous allez voir que, y compris même la population qui, quand même, anime les activités économiques dans ce pays. Et je ne pouvais pas me permettre de dire que quand on fait reverse vers les 25 ans, le Togo était, ou bien les 20 ans, le Togo était la même chose. Et donc, vous voyez que c'est une marche. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de certains défis. Et là encore, je me rappelle, c'est pourquoi j'aime beaucoup mon professeur d'économie en première, quand on faisait l'économie générale, sur le sous-développement, il a donné une introduction que j'ai gravée dans ma tête. Il dit, lorsque les pays comme l'Éthiopie travaillent pour arriver à trouver des solutions à la fin, d'autres pays comme les États-Unis sont dans la période nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nos pays traversent des défis. Et il y a certains défis qu'on doit relever, tels que la faim, tels que le travail décent, tels que l'assainissement, l'aménagement du territoire, et que sais-je encore. Donc, à un moment donné, quand vous arrivez à asseoir les bases, vous pouvez se permettre de déclarer que l'avenir de notre pays, avec certitude, hein, bien sûr, que l'avenir de notre pays est vraiment prometteur. Georges Géo, comment vous comprenez cette déclaration de Gilbert Bawara? Nukunu plutôt. Oui, il y a Nukunu, c'est désolé. Monsieur Samuel, on ne peut pas parler de confiance en un avenir si il n'y a pas un soubassement, si il n'y a pas un idéal et autour duquel tout doit se construire, autour duquel nous devons nous construire, autour duquel nous devons avancer. Et cet idéal-là, ça requiert quoi? Ça requiert qu'il doit prévaloir un esprit de nation, un esprit d'acceptation mutuelle. Cet idéal requiert que les citoyens, la majorité, la plupart des citoyens ne doivent pas être guidés que par des frustrations. Et cet idéal requiert que, nous ne devons pas toujours évoluer avec des clivages, avec la corruption, etc.
cet idéal requiert qui est toujours une bonne gouvernance qui soit et qui rassure la population sur la gouvernance du pays. Cet idéal requiert un esprit républicain, un esprit patriotique. Alors donc, je crois que M. Gilbert, le ministre Gilbert Bahara, qui m'excuse le mot, je crois qu'il n'est pas en train de nous vendre une illusion. Une illusion lorsque nous ne voyons pas qu'il y a un idéal autour duquel nous devons nous construire. Et tel que je viens de le dire, alors qu'il y a des frustrations, parce que M. Samuel, même moi qui suis ici, nous avons des factures qui restent impayées depuis des années, alors que tous les organes et les instances de la passation des marchés ont tout validé, mais ça fait des années que nos factures restent impayées, alors que de l'autre côté également, M. Samuel, nous, en tant qu'organe de la société civile, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais un fonds d'appui qui accompagne la société civile et dans ses actions pour l'intérêt du pays, parce que si la société civile est engagée, et c'est également pour jouer sa partition, son rôle pour l'intérêt du pays. Alors je crois... Ça veut dire que vous n'avez pas foi en l'avenir? Oui, mais la foi se repose sur quelque chose. Voilà, la foi se repose sur un principe, la foi se repose, ce n'est pas une annonce. Oui, mais quand on a écouté le ministre, il a montré que le gouvernement est au travail, que le président de la République est au travail, que le Premier ministre, les ministres sont au travail pour l'intérêt des Togolais, justement. La feuille de route gouvernementale est suivie, des réformes ont été faites, l'économie avance, en tout cas, tout est beau dans le meilleur des mondes, si on les écoute, bien sûr. Alors donc, c'est pourquoi je dis que je crois que le ministre Bahara ne serait toujours pas en train de nous vendre une illusion d'un avenir dont il nous invite à avoir confiance quand il y a des réalités. Je venais aussi de le dire, quand je viens de donner certains exemples, même encore me concernant directement, quand nous avons des factures au niveau de l'administration qui restent impayées depuis des années, quand je donne ces exemples de la société civile, quand également, mais vous avez écouté, même il y a des élus au Parlement qui déclarent, qui avouent que les élections ne sont pas transparentes, que les élections sont frauduleuses, et tout ça, ça crée des frustrations, ou au point même de l'opinion, l'avis de beaucoup de citoyens aujourd'hui, c'est que c'est risqué de participer à des élections, parce que tout ce qui en ressort, ça ne rassure pas. Alors donc, autour de quoi est-ce que nous nous construisons, M. Samuel? Et non pas de vendre une chimère d'avenir, une illusion. Non, il faut du concret. Il nous faut définir un idéal autour duquel nous devons nous construire, nous devons évoluer, nous devons aller de l'avant. Mais sans cet idéal-là, vous savez, il ne faut pas mettre une confusion entre un fonctionnement, parce que tout pays a un fonctionnement. Un fonctionnement est différent d'une vision, est différent d'un essentiel. Alors donc c'est comme par exemple aujourd'hui, nous aussi nous existons en tant qu'État, nous fonctionnons, nous disons avoir les structures de l'administration, mais nous ne nous comparons pas à d'autres, et nous ne nous comparons pas à la Chine, nous ne nous comparons pas aux États-Unis, nous ne nous comparons pas à la Russie, à la France, parce que tout n'est pas question que d'avoir un fonctionnement. Alors répéter, oui, on a fait ça dans tel domaine de l'agriculture et dans tel domaine de ceci, on a fait des recrutements, ça c'est un fonctionnement, mais au-delà du fonctionnement il faut un idéal. Alors tant qu'il n'y aura pas cet idéal, parler d'avoir confiance en foi en l'avenir, justement Jean-Gérard, quand on écoute Yao Nokolo, il est peut-être ici le porte-parole de ce que pensent beaucoup de Togolais. Pour avoir foi en l'avenir, il faut d'abord vivre le présent. En fait, il ne faut pas tomber dans l'émotion. Parce que quand on parle de l'avenir d'un pays, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Et donc, quand le ministre est en train de parler de l'avenir, il faut faire le bilan de ce qu'il dit d'abord. Parce que le seul fait d'avoir une facture non payée ou dont nous ne savons pas les contours, et les tenants, les aboutissants de cette facture, non, c'est pas exemple des élections, des élus même qui ont déclaré qu'il y a des élections frauduleuses. Laissez-le aller au bout de son idée. Le fait de le dire ainsi ne remet pas en cause le fait d'avoir un avenir, puisque vous allez voir que quand on parle des États-Unis, c'est d'ailleurs ce pays qui est le plus endetté du monde. Le patrimoine... En tout cas, ça balance entre États-Unis et Japon. Oui. Et le patrimoine d'un individu, d'une collectivité ou d'une nation n'est que le passif et l'actif. Et donc, en aucun moment,
ces exemples-là ne peuvent pas nous permettre de remettre en cause cet avenir que le ministre a dit. Parce que pour remettre en cause la parole de quelqu'un, il faut avoir des arguments assez solides pour pouvoir le dire. Le fait même de contester les élections, comme Trump a contesté les élections aux États-Unis, ne remet pas en cause l'avenir d'un pays. Ce qui remet en cause l'avenir d'un pays, c'est le travail qui a été fait. Ok, est-ce que le travail qui a été fait nous permet aujourd'hui de nous projeter dans l'avenir? Si oui, oui. Parce que quand vous voyez comment est-ce que nos administrations travaillent aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bases qui ont été jetées. Et ces bases-là constituent la fondation pour le développement économique de notre pays. Avant, comme il l'a dit, il y a un certain nombre d'informations que même l'administration même ne peut pas avoir en temps voulu. Il y a un certain nombre de suivis et d'évaluation des projets d'État que même le gouvernement n'arrivait même pas à contenir. Mais aujourd'hui, il y a des projets, il y a un comité de suivi de ces projets-là en temps réel pour voir les avancements de ces projets. Aujourd'hui, quand on parle de séminaire, c'est pour cela que ce n'est pas assez. Quand les ministres ne communiquent pas assez, ils doivent communiquer plus. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce que nous a dit, qu'on construit un idéal sur lequel nous tous, on s'accorde. Au temps des élections, c'est comme une compétition. Nous allons tous. Mais quand nous revenons et que le résultat est proclamé, nous sommes ensemble pour travailler sur l'idéal, pour satisfaire les besoins, surtout les besoins élémentaux de nos populations. Ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, ces évaluations-là ont permis à l'État togolais d'asseoir une base assez solide sur laquelle viendra se construire l'édifice. Vous n'êtes pas sans savoir que selon la vision du président de la République à l'horizon 2030, on veut avoir un Togo émergent et un revenu intermédiaire. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un PND 2018-2022 qui, dans la foulée, a été accompagné par la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Aujourd'hui, le bilan de tous ces programmes-là permet au gouvernement, pas seulement pour la transition, mais au gouvernement à venir, de commencer à construire. Parce que c'est dans la douleur de la peine que les gens qui se sont succédés ont déjà jeté comment vous l'appelez, les fondations. Et donc, il va falloir réellement que, comme il a dit, que vraiment cette volonté qui a été émise par les gouvernants, par le chef de l'État, soit vraiment concrétisée. C'est ça, moi, ma prière, puisque il y a une chose de mettre la fondation, d'avoir la volonté de le faire, mais si le travail sur le terrain n'a pas suivi, c'est là où il va y avoir des frustrations. C'est bon qu'il y a des critiques afin d'inciter ce gouvernement à mieux faire. Justement, c'est peut-être là-dessus, si le ministre parle ainsi, et il a parlé ainsi après avoir présenté tout ce qui est fait, je l'ai rappelé, on ne peut pas non plus, en observant le Togo aujourd'hui, dire que ça ne bouge pas. Monsieur Samuel, vous savez, moi, en tant que citoyen et en tant que société civile, d'abord, je ne suis aucunement dans une dynamique de conquête du pouvoir. Je ne suis pas dans cette logique de conquête du pouvoir. Alors donc, mes interpellations sont adressées en réalité à l'endroit des dirigeants. Alors donc, si à l'endroit des dirigeants et non pas à l'endroit de mon co-débatteur, non. Alors donc, vivement, si les dirigeants pouvaient saisir
la nature, l'essence de cette interpellation-là et travailler autour, vivement, je crois que cela contribuerait et toujours, parce qu'on ne peut pas parler, je l'ai toujours dit, que ce soit sur vos plateaux ou ailleurs, le niveau d'un pays reflète le niveau de mentalité des dirigeants de ce peuple-là. Alors donc, du coup, pour lever et faire évoluer un pays, c'est la responsabilité de tous les citoyens. Il n'y a pas de dirigeant qui fasse de magie ou fasse je ne sais quoi. C'est les citoyens qui, dans une foi, dans un amour, dans une certaine, dans un engagement, dans une dynamique, dans une détermination, qui construisent un pays. Alors donc, c'est en cela j'ai touché du doigt vivement cette question d'idéal. Et c'est en cela également que c'est autour de cela que nous pouvons collectivement aussi constituer d'avant-garde contre la question sécuritaire, les terrorismes, etc. Alors donc, vivement, mon appel, mon interpellation, c'est à l'endroit des dirigeants, parce que on ne peut pas parler d'avenir quand il y en a des citoyens qui vivent des frustrations, il y en a qui, etc., etc. Alors donc, tout ça, c'est des aspects, c'est du travail qu'il faut abattre. Et moi, j'interpelle nos dirigeants à cela à travers mes propos. En tout cas, on suivra ce gouvernement en œuvre, un gouvernement de 35 ministres avec des têtes qui sont entrées. On en a parlé la semaine dernière. On aurait peut-être attendu à voir le cercle des leaders émergents, Georges Hérault, au gouvernement. C'est quoi? Vous n'avez pas été approché? Ça ne vous intéresse pas? Samuel, je serais dans la frustration si peut-être on me parle des Béninois, des Ghanéens, des Maliens qui ont occupé des postes ministériels au détriment de moi, de notre parti qui constitue des Togolais. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est dire que en fait le gouvernement est composé des Togolais et qui sont quand même, qui ont reçu la confiance du chef de l'État pour faire des tâches pour nous servir en quelque sorte. Et donc dire que est-ce qu'on nous a pas approché? Oui, effectivement, nous l'avons dit sur ce plateau-là à plusieurs reprises. À partir de 2016 déjà, nous nous sommes résolus et notre vision, c'est d'être un parti politique qui contribue au développement, qui fait des propositions, et nous ne sommes pas fermés à travailler dans l'intérêt général de notre pays. Et donc, nous ne sommes pas approchés dans ce sens de rentrer dans le gouvernement, mais nous ne sommes pas frustrés parce que le champ est vaste, il y a beaucoup de choses à faire au Togo. Et nous savons que dans l'avenir, selon l'opportunité qui nous sera donnée, on fera ce qu'on peut faire pour le Togo et la population togolaise. Et donc nous ne sommes pas à aucun moment offusqués, dérangés, parce que nous avons vu, ce sont des Togolais qui sont là pour nous servir. Nous donnerons toujours notre opinion, notre contribution, tout ce que nous avons comme étant proposition, nous le ferons à tout moment. Surtout, l'opportunité qui nous a été donnée au CPC de parler aussi nous va énormément. C'est un lieu où nous donnons, c'est-à-dire que nous faisons des propositions assez pertinentes pour le développement de notre pays. Et je voudrais aussi dire quelque chose par rapport à ce que le Yao Nkounou Cyril vient de dire. Moi, je l'appelle plutôt Cyril, mais je note qu'il aime beaucoup Yao Nkounou. Il est authentique. Donc, en fait, aujourd'hui, nous ne pouvons pas se permettre à un moment donné d'accepter la division ou végéter dans d'éternelles contestations. Nous devons à un moment donné taire nos égos, taire nos divisions et être ensemble pour construire ce pays. Nous ne pouvons même pas faire des choses, des questions politiques, une condition pour être unanime sur le fait qu'on doit combattre le terrorisme.
le terrorisme, comme nous le disons, que ce soit pour le Burkina, que ce soit pour nous, n'a pas d'amis et n'aura jamais d'amis. Et donc, nous pouvons en aucun moment rendre nos revendications une condition pour pouvoir être aux côtés des gouvernants pour lutter contre le terrorisme. Parce que quand ça frappe nous tous. D'accord. Bon, oui, mais je crois que M. Hérault est un peu dans la confusion. Et vous êtes un peu dans la confusion sans saisir le sens. Moi, je vous rappelle que notre organisation étant de la jeunesse patriotique, notre action principale, notre leitmotiv, c'est la non-violence. Alors donc, vous êtes dans la confusion, sinon ce message-là, cette interpellation, vous ne me la lancerez pas. Et donc, moi, le sens dans lequel j'ai parlé, j'ai invité. Donc, je crois que vous avez été un peu dans la confusion. Bon, vivement que vous ressaisissiez et comprendre que ce n'est pas un message qui m'est destiné à moi. Et aussi, vous devez savoir aussi que un pays, c'est une diversité. D'abord même, la vie est ainsi, le monde est ainsi, et tout citoyen, avant de nous constituer en pays, en État, les hommes ont toujours des opinions divergentes, et donc aujourd'hui les États, c'est la diversité, c'est la vivacité, etc. Tout ça, ça fait partie d'un pays. Bon, maintenant, mais il faudrait que lorsque vous devez vous construire, ou vous devez vous définir un idéal autour duquel vous devez vous construire. Mais si vous n'avez pas d'idéal, vous êtes dans une navigation en vue. Vous êtes juste dans l'improvisation, et donc dans tout ça, il n'y a pas une objectivité, il n'y a pas je ne sais pas quel autre mot qualifier. Un pays, la construction d'un pays doit toujours reposer, tourner autour d'un idéal. Et cet idéal-là, autour duquel tous les citoyens doivent se retrouver pour aller élever leur pays. Alors, merci, merci, c'est compris. Toujours là-dessus. Merci à Onokolo d'être passé. Merci à vous. Georges Hérault, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Et merci à chacun de vous d'être resté à notre compagnie. On se retrouve le samedi prochain.